Sret Shabbat Daf Yutet, nous commençons Daf Yutret Amoud Bet, 10 lignes avant la fin. Bet Shammai Omrim En Mochrim. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on peut vendre à un non-juif juste avant Shabbat un objet? Bet Shammai nous l'ont interdit, sauf dans le cas chez Yagi Ale Makom Karov, que le non-juif peut arriver à destination avant Shabbat. Mais si il va transporter cet objet pendant Shabbat, c'est interdit. Il y a une xéra, comme si on pourrait penser que j'ai demandé à un non-juif de prendre tel objet, de le déplacer pour moi pendant Shabbat, et Bet Hillel Matirim, Bet Hillel permet, donc il n'y a pas d'interdiction. La Gemara va reprendre cette machloket. Tanoura Banan, nous avons une braïta. Bet Shammai Yomrim Loim Kor Adam Chevet Solen Nochi. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de vendre, un homme n'a pas le droit de vendre un bien, un objet l'enochi à un non-juif avant Shabbat. Velo yashilenu, il ne peut pas non plus lui prêter cet objet. Velo yalvenu, ou c'est aussi lui prêter, mais Rachid nous explique la différence entre Ash'ala et Alva'a. C'est que Ash'ala, je prête et je vais récupérer par la suite l'objet lui-même. Alva'a, comme pour de l'argent, lorsque je prête de l'argent, ce n'est pas ce même argent que cette personne me remboursera. Donc ici, Velo yashilenu, je n'ai pas le droit avant Shabbat de prêter un objet. Velo yalvelenu, ou bien de lui prêter de l'argent. Velo itenlo bematana, je n'ai pas le droit non plus de lui faire un cadeau. Et là, kedeshi yagia le beto. Sauf si ce non-juif peut arriver avant Shabbat, chez lui, les beto, dans sa maison. Rashi pose la question, mais pourtant, si j'ai fait ce cadeau au non-juif et que le non-juif transporte cet objet pendant Shabbat, je n'ai pas pour autant transgressé Shabbat. L'objet appartient au non-juif, il a le droit, lui, de transporter n'importe quel objet Shabbat. Rashi nous dit, les élèves de donc, Bet Shammai étaient plus mahmerin des michlaf beshlucho, parce qu'on pourrait se tromper et penser que le non-juif est mon shaliach. Je pourrais dire que mon shaliach a le droit de transporter un objet. Mais je pourrais par exemple demander à un non-juif de transporter un objet. Donc celui qui voit que je donne un objet à un non-juif, il va penser que je lui ai demandé de transporter pour moi cet objet, ce qui est interdit. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent que les baït asamour lechoma. Bet Hillel disent même si le non-juif ne va pas arriver à destination jusqu'à dans sa maison, mais il va arriver à la première maison qui est proche de la muraille de la ville dans laquelle le non-juif habite, c'est suffisant. Rabbi Akiva Omer, Kedesh yetse mi betar beto. Rabbi Akiva nous dit, Kedesh yetse mi betar beto. C'est-à-dire, si le non-juif a le temps de sortir de ma maison avant Shabbat, c'est suffisant. Même si ensuite il va transporter l'objet pendant Shabbat. Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Hnen divrei Rabbi Akiva, Hnen divrei Bet Hillel. D'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Akiva et Bet Hillel, mais Rabbi Akiva est venu expliquer les paroles de Bet Hillel lui-même. C'est-à-dire, Loba, Rabbi Akiva, Ela, les Farej, divrei Bet Hillel. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même Bet Hillel sont d'accord avec Rabbi Akiva que signifie les Baït Asamour Lechoma, c'est-à-dire, nous avons vu que d'abord, Bet Hillel pense que le non-juif doit arriver à la première maison de la ville. Eh bien, Rabbi Akiva vient dire non, Bet Hillel n'a jamais dit ça. Bet Hillel pense que même si le non-juif a le temps de sortir simplement de ma maison avant Shabbat, c'est suffisant. Il n'a pas besoin d'arriver ni à destination, ni même à la porte de la première maison de la ville. Donc ça, c'est une marloquette que nous avons vue dans la Mishnah. La Gemara continue, Tanoura Banan, une autre marloquette. Cette fois-ci concernant Pesach. Bet Shammai Yomrim, Lo imkor Adam chametzo lenochi, ela imken yodea bo shichle kodem Pesach. Bet Shammai nous dit, un homme n'a pas le droit de vendre son chametz, donc tout pain, tout le vin, avant Pesach à un non-juif, sauf si il est sûr que le non-juif va terminer ce chametz avant Pesach. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, je n'ai pas seulement l'interdiction de posséder du chametz. Si j'ai du chametz, je dois faire en sorte que ce chametz disparaisse aussi de ce monde. Ce n'est pas seulement que je vais me décharger de la propriété que j'ai sur ce chametz, mais il doit aussi disparaître. Donc si le non-juif va le manger
avant Pessah, j'ai le droit de le vendre. Mais si le non-juif va le garder pendant Pessah, d'après Beth Shammai, c'est interdit, puisque ce chametz se trouve encore dans le monde pendant la période de Pessah. Divrei Beth Shammai. Beth Hillel omrim, Beth Hillel nous disent, Kol zman shemutar leochlo mutar lemocho. Tant que tu as le droit toi-même de le manger, tu as le droit de le vendre. C'est-à-dire, même si le non-juif va acheter le chametz la veille de Pessah, le matin même, mais il va le garder pendant tout Pessah, il n'y a aucune interdiction, étant donné que je me suis débarrassé de ce chametz, il n'est plus dans ma propriété, c'est suffisant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, et nous commençons d'Afiutet, Koutach Ababli. Koutach Ababli, c'était un sorte de plat de yaourt, avec à base de petit lait et aussi de chametz, de pain, on mettait de la mie de pain à l'intérieur. Le Koutach Ababli nous dit, Rabbi Yehuda, donc le Koutard de Babel, Vechol mine Koutard et toutes sortes de Koutard, Asur, Limkor, Shloshim Yom Kodem à Pessah, nous avons l'interdiction de le vendre 30 jours avant Pessah. Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot dans Masechet Psachim. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Rashi dans Masechet Psachim explique que Rabbi Yehuda pense comme Beth Shammai, que le chametz doit disparaître de ce monde, que le Koutach Ababli ne se mange pas rapidement, il est utilisé seulement pour accompagner le pain, et c'est donc pour cela qu'il faut le vendre au moins 30 jours avant Pessah. Si je le vends 15 jours avant Pessah, certainement que le goy ne va pas le finir avant Pessah, et d'après Beth Shammai c'est interdit. Alors que Tosfot, dans Masechet Psachim, explique que Rabbi Yehuda va au contraire comme l'avis de Beth Hillel. Je dois le vendre. Si je le vends, c'est suffisant, même si le non-juif ne va pas le manger. Mais étant donné que le Koutach Ababli, Shemo Allah, c'est-à-dire toute personne qui va voir un Koutach, il sait ça c'est le Koutach de monsieur Untel. Et donc, on a peur que pendant Pessah, un juif va voir ce Koutach chez le non-juif et dire, tiens, mais ça c'est le Koutach de Réhouven. Certainement que Réhouven lui a vendu pendant Pessah, et c'est donc pour cela que Rabbi Yehuda dit, tu dois le vendre 30 jours avant Pessah, pas après, sinon peut-être que le non-juif va garder ce Koutard pendant Pessah, et donc on pourrait venir à se tromper. C'est une sorte de maritime d'après Rabbi Yehuda. Tanu Rabbanan, l'Agma continue avec une autre braïta. Donc là nous allons avoir des tas de halachot que l'Agmara nous rapporte, des tas de machlokot aussi. Notnim mezonot lifnei kelev bachatzer. Nous avons une halakha que pendant Shabbat, nous n'avons pas le droit de nous fatiguer, c'est-à-dire le chant de tira, comme le chant des chram, de nous fatiguer, à préparer à manger, à donner à manger à une bête, chez en mezonotav alea, c'est-à-dire une bête que je ne suis pas, je n'ai pas l'obligation, ce n'est pas à moi de la nourrir, je n'ai pas le droit d'aller lui donner à manger pendant Shabbat. Il y a un chat dans la rue qui ne m'appartient pas, je n'ai pas le droit, Shabbat, d'aller lui donner à manger. J'ai le droit d'aller donner à manger à une bête domestique, à une bête à laquelle j'ai l'obligation. Si j'ai une étable, je vais donner à manger à ces bêtes, un poulailler, à ces bêtes, par exemple, dans le cas de notre braïta, un chien. Si c'est mon chien, j'ai l'obligation de lui donner à manger pendant Shabbat. Donc j'ai le droit, pendant Shabbat, de lui donner à manger. Notnim mezonot lifnei kelev bechatzer dans la cour. Natlo veyatsa, si le chien a pris ce morceau de viande par exemple, veyatsa, et il est sorti du chatzer. Donc, il a transporté, déplacé cet objet d'un domaine à un autre. En niskakinlo, on n'est pas obligé d'aller rattraper le chien. C'est-à-dire, bien sûr, le chien n'est pas concerné par les mitzvot de Shabbat. Donc le chien n'a pas d'interdiction de sortir un objet. Mais dans le cas où c'est moi qui vais faire sortir à un chien un objet, je n'ai pas le droit. Imaginons un homme qui veut transporter un objet d'un endroit à l'autre, lui ne peut pas porter, il donne à son chien est suffisamment intelligent pour comprendre que son maître lui demande de transporter, il veut servir de Shabbat Goy, Shabbos Goy, il va lui donner à un chien, tu vas le transporter, tu me le donneras là-bas. Ça c'est évident que c'est interdit. Donc dans le cas où le chien le fait de lui-même, là la Gemara nous dit, en niskakimlo, on n'est pas obligé de rattraper ce morceau de la bouche du chien. Kayot sebo, de même, notnim mezonot lifnei nochi. J'ai le droit de donner à manger à un non-juif, là aussi, puisque normalement je ne suis pas obligé de nourrir ce non-juif, mais nous avons la mitzvah, mipnei darkei shalom, de nourrir même les pauvres non-juifs. Bien sûr, dans le cas
où je vais lui donc le faire rentrer Bachatzer dans ma cour et que je vais lui donner à manger. Dans le cas où le pauvre va tendre, un non-juif va tendre la main dans le domaine privé, il est dans le domaine public, là dans ce cas-là je ne devrais pas lui donner un morceau de pain puisque le non-juif va le sortir. C'est comme c'est moi qui lui dis de le sortir. Mais lorsque je le fais rentrer chez moi, je lui donne à manger, j'ai le droit, natlo veyatsa eniska kimlo. Si le non-juif prend ce morceau de pain et qu'il sort de chez moi, eniska kimlo, je ne suis pas obligé de le rattraper. La Gemara pose la question à tout la Mali, pourquoi la Braïta nous rapporte donc d'abord le dîne du chien, ensuite le dîne du non-juif. Haïnouach, la halakha est a priori la même. La Gemara répond, j'aurais pu croire j'aurais pu croire que le chien, j'ai l'obligation de lui donner à manger, donc j'ai le droit de lui donner à manger dans la cour, alors que le non-juif non. Donc Kamash Malan, la Braïta vient te dire, même le non-juif, tu peux lui donner à manger dans le Khatser, même si par la suite le non-juif va prendre cet aliment et va sortir de chez toi. Une autre braïta, Tanura Banan lo yaskir adam kelav lenochi berev Shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer kelav, c'est-à-dire ses objets, ses meubles, ses instruments à un non-juif, veille de Shabbat. Même si le non-juif doit l'utiliser avant Shabbat, je n'ai pas le droit puisque si un homme me voit donner cet outil, par exemple, au non-juif vendredi, il va penser que je vais lui louer pour Shabbat, ce qui est interdit. Donc, veille de Shabbat, je n'ai pas le droit de louer un objet à un non-juif. Bedalet ou Behe, si c'est mercredi ou jeudi, moutard, dans ce cas-là, c'est permis, puisque celui qui va me voir louer cet objet, cet outil, dans ça, il va le louer pour avant Shabbat. Kayotsebo de même. Je n'ai pas le droit d'envoyer une lettre dans les mains d'un non-juif veille de Shabbat, puisque c'est comme si je dis au non-juif d'aller amener cette lettre pour moi pendant Shabbat. Bedalet ou behe mutar. Si je lui donne mercredi ou jeudi, c'est permis. Amour alav, la Gemara va développer encore cette halakha de la poste de la lettre pendant Shabbat. Amour alav al Rabbi Yossé à Cohen, la Gemara nous rapporte qu'on a dit sur Rabbi Yossé à Cohen, Vamrila, d'après certains, Rabbi Yossé à Chassid. Sur Rabbi Yossé à Chassid, Shelonim Tzak, Tav Yado Biyad Nochi Meolam. On n'a jamais trouvé dans les mains d'un non-juif une lettre qui a été écrite de sa main. C'est-à-dire, pour ne pas que le non-juif transporte cette lettre pour lui pendant Shabbat, donc lorsqu'il devait envoyer une lettre, un message, il ne le faisait pas par l'intermédiaire d'un non-juif. Et la Gemara reprend Tanura Banan, nous avons une braïta, une meshalchim megeret biyod nochi be'erev Shabbat. Nous n'avons pas le droit d'envoyer une lettre dans les mains d'un messager non-juif veille de Shabbat. Et là, imken kotzetz lodamim. Sauf dans le cas où je vais lui donner une somme pour son travail. Dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi ? Puisqu'il y a ce principe qu'ensuite, bedide tarar, c'est-à-dire que le non-juif, il a reçu son argent, je vais lui donner 5 shekels pour transporter cette lettre. Si lui la transporte Shabbat ou dimanche ou vendredi, ça c'est son choix. Moi, je ne lui oblige pas à transporter la lettre pendant Shabbat, donc dans ce cas-là, j'ai le droit. Bet Shammai Omri, malgré tout, Bet Shammai nous disent que Deshagia les Beto, même dans le cas, comme l'explique Rashi, où tu as donc décidé à l'avance combien tu vas lui payer, tu as le droit de lui envoyer une lettre que dans le cas Shiagi Alebeto où le non-juif va arriver à destination, c'est-à-dire si tu envoies une lettre à Shimon, Réhouven envoie à Shimon, donc tu as le droit de l'envoyer par l'intermédiaire d'un non-juif dans le cas où le non-juif arrivera chez Shimon avant Shabbat. Bet Hillel omrim kedeshiagi lebayit samuch lechoma. D'après Bet Hillel, même si le non-juif ne va venir que à la première maison de la ville, c'est suffisant. La Gemara pose la question, je ne comprends pas, d'après Bet Hillel, valo katsatz. Nous venons de dire que d'après Bet Hillel, lorsqu'on a déjà décidé à l'avance, j'ai fixé un prix, j'ai le droit de le faire partir veille de Shabbat. Donc si j'ai le droit de le faire partir, c'est même s'il n'arrivera pas à destination, ni même à la première maison de la ville. La Gemara dit effectivement à Marafijat, il faut rajouter l'embraïta et dire un siachik amar, v'im lo katsatz. C'est-à-dire que dans le cas où j'ai décidé, nous avons fixé un prix à l'avance d'après Bet Hillel, il n'y a aucun problème, je peux envoyer une lettre avant Shabbat, puisque même si le non-juif va la transporter pendant Shabbat,
c'est le choix du non-juif. Moi, je l'ai payé pour cette commission, il peut la faire quand il veut. Dans le cas où il n'a pas fixé d'argent à l'avance, Bet Shammai Yomri Machiagia Lebeto, donc là, Bet Shammai vont dire, tu peux envoyer une lettre lorsque le non-juif arrivera à destination avant Shabbat. Bet ils disent même, s'il ne vient qu'à la première maison proche de la muraille de la ville, c'est suffisant, puisque le non-juif peut la poser donc à cet endroit-là avant Shabbat. Ve'amarta Resha, et l'Agma reprend et dit, et pourtant, tu as dit au départ, En Meshalchim. Lorsqu'on relit la Braïta, c'est marqué, En Meshalchim, Elaim Ken Kotsetz Lodamim. En Meshalchim Igrot Biad Nochi, Elaim Ken Kotsetz Lodamim. C'est, tu ne peux envoyer une lettre que si tu as fixé à l'avance le prix. Ensuite, tu viens dire que, même si tu n'as pas fixé le prix, lorsque le non-juif va arriver à la première maison de la ville, c'est quand même valable, tu peux envoyer une lettre. Tu te contredis. L'Agma répond, Lokasha. Adekvia bedoar bemata, vad lokvia bedoar bemata. C'est-à-dire, tout dépend. S'il y a un endroit bedoar qui est fixe dans la ville, alors Rachid traduit bedoar, non pas doar par la poste, comme on le dit en Israël, doar la poste, mais nous dit Rachid, c'était le gouverneur de la ville, et les gens avaient l'habitude de lui envoyer des lettres. Donc si le gouverneur de la ville se trouve, shriché bemata, il est dans la ville, dans ce cas-là, on peut envoyer une lettre à condition donc que le non-juif puisse arriver à destination, c'est-à-dire d'après Beth Shammai jusqu'à la maison donc de ce gouverneur, d'après Beth Hillel, la première maison de la ville. Dans la Recha, c'est-à-dire dans la Mishnah où c'est marqué, on envoie une lettre que si on a fixé un prix, c'est lorsque il n'y a pas de gouverneur, il n'est pas dans la ville, il n'est pas fixe. Et donc si le non-juif arrive dans cette ville pendant Shabbat et qu'il ne le trouve pas ou juste avant Shabbat, il va continuer son chemin pour aller le trouver et le chercher. Dans le cas du gouverneur qui voyage beaucoup, s'il n'est pas fixe dans cette ville, il n'habite pas là, il n'est pas ce Shabbat-là dans la ville, donc là le non-juif va arriver juste avant Shabbat, c'est vrai, mais puisque le gouverneur n'est pas là, il va le chercher ailleurs et donc il va travailler pour moi, c'est-à-dire il va faire le messager pour moi pendant Shabbat, transporter cette lettre. Là, je n'ai pas le droit, sauf dans le cas, comme précise la Braïta, où j'ai fixé un prix à l'avance. Donc si le non-juif amène cette lettre pendant Shabbat, ça c'est son propre choix. Peut-être qu'on pourrait se poser on pourrait se poser la question dans le cas où je vais envoyer une lettre en express juste avant Shabbat, sachant que cette lettre va arriver pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit ou pas? D'après la Gemara, on devrait dire que c'est interdit. Tanoura Banan, nous avons une autre braïta. En mafligim besfina pachot mishalosh yemim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit de prendre la mer, de voyager en bateau, moins de 3 jours avant Shabbat. C'est-à-dire, vendredi, jeudi, nous n'avons pas le droit de prendre le bateau. Le mercredi aussi, nous n'avons pas le droit, c'est 3 jours avant Shabbat. Il faut donc prendre le bateau mardi au grand maximum. Pour quelle raison nous n'avons pas le droit de prendre le bateau avant Shabbat, de partir en croisière pendant Shabbat? Il y a beaucoup d'explications dans les Rishonim. Il y a une explication qui dit que peut-être, s'il se trouve en mer pendant Shabbat, il peut y avoir un moment de pikuach nefesh, de sakana, de danger, et il va devoir transgresser Shabbat. Donc il n'a pas le droit de se mettre, lorsque c'est 3 jours avant Shabbat, de se mettre en danger. Donc il peut peut-être arriver à transgresser Shabbat. Mais il y a une autre explication du Rif que le Shulchan Aruch retient, c'est Mishum Onek Shabbat. C'est-à-dire pendant les 3 premiers jours qu'un homme prend le bateau, il se sent mal et donc il ne pourra pas manger et profiter convenablement du Shabbat. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit 3 jours avant Shabbat de prendre le bateau. Mais lorsqu'on le prend 4 ou 5 jours, donc on a le temps de s'habituer, et donc Shabbat, on pourra profiter du Onek Shabbat. Quand est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre le bateau 3 jours avant, dans les 3 jours avant Shabbat, l'idvar hareshut, lorsqu'on parle pour un but facultatif. Alors l'idvar mitzvah, c'est pour une mitzvah, shapir damé, nous avons le droit. Ou posek imoel menat lishbot, et donc celui qui prend le bateau devra fixer avec donc le capitaine du bateau, Almenat Lishvot, à condition
qu'il s'arrête pendant Shabbat. Ve'eno shovet, c'est-à-dire même si en fin de compte le capitaine ne s'arrête pas pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction d'ivrer Rébi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Eno tzar Rabban Shimon, il n'a même pas besoin de le dire, puisque il n'y a pas d'interdiction d'être sur le bateau pendant Shabbat. Et la Gemara précise, il nous dit, ou Mitzur les Tzidon, de la ville de Tzur à Tzidon. Rashi nous dit, il n'y avait qu'un jour de voyage, donc, et le vendredi, il y avait un Yom HaShuk, là-bas un jour de marché, et bien la Braïta nous dit, Afilu Berev Shabbat Muta, nous avons le droit de prendre le bateau, puisque de toutes les manières, on arrivera à destination avant Shabbat. Une autre halakha, mais cette fois-ci, c'est une halakha qui concerne les guerres. Tanu Rabbanan en sarim alayarot shel nochim parot mishalosh yamim kodem le Shabbat. En temps de guerre, nous n'avons pas le droit d'entourer, donc d'attaquer une ville, la ville d'un non-juif, de non-juifs, parot mishalosh yamim kodem le Shabbat, moins de 3 jours avant Shabbat. Vimitrilu en mafsekim. Mais dans le cas où ils ont commencé, on ne les arrêtera pas. V'chenaya Shammai Omer, de même, Shammai avait l'habitude de dire, comme c'est marqué dans le pasuk, sur la ville que tu as attaquée, Adrideta. Nous dit le pasuk Adrideta, c'est-à-dire jusqu'au moment où tu vas donc conquérir cette ville, et de là on apprend à Filou be Shabbat, même si c'est Shabbat. Donc si on commence une guerre, on la termine même pendant Shabbat. Pour ne pas arriver à transgresser Shabbat, puisqu'on sera certainement au moment de en combat pendant Shabbat. Pardon, si. Donc si tu as déjà commencé, là tu t'arrêteras pas. Mais commencer les khatrila, je dois faire en sorte de ne pas arriver à une transgression de Shabbat. Si j'ai le choix, je dois commencer à l'avance. Amar Rabban Shimon Gamliel, nous avons vu dans la Mishnah que Rabban Shimon Gamliel avait dit, la maison de son père Rabban Gamliel avait l'habitude de donner des habits aux laveurs non juifs 3 jours avant Shabbat. Donc comme Rachid l'avait expliqué dans la Mishnah, il était mahmir comme Bet Shammai, il ne voulait pas que le non juif travaille pour lui pendant Shabbat, et donc c'est pour cela qu'il les donnait 3 jours avant Shabbat, et comme Rachid l'avait expliqué, puisqu'il faut 3 jours pour nettoyer ses habits. Tanya Lagman nous rapporte une braïta, Amar Rabbi Tzadok, Achaya Minago Shebet Rabban Gamliel. Rabbi Tzadok nous dit c'était le minag de la maison de Rabban Gamliel, Shinotnim Keli Lavan le Kovesh Shalosh Yamim Kodem le Shabbat. Ils avaient l'habitude de donner un habit blanc aux blanchisseurs 3 jours avant Shabbat. Vetzvouim, c'est des habits de couleur, Aflou Berev Shabbat, même le vendredi, ils avaient l'habitude de le donner, puisque, comme nous allons le voir, pour les habits de couleur, il y a moins de travail en un jour, on peut les laver. Au midi vrem, il le donne vendredi, il aura fini avant Shabbat. Il a le temps de travailler toute la journée, je le donne vendredi matin. Bien sûr, lorsqu'on va le donner juste vendredi après-midi, une demi-heure avant Shabbat, sachant que le non-juif va travailler pendant Shabbat, là, c'était effectivement interdit. Donc, midi vrem, lamadnu, l'agma nous dit, nous apprenons de là, qu'il est plus difficile de laver des habits blancs que de laver des habits en couleur. Et donc, quelle différence? Qu'est-ce que Maïnaf Kamina, comme on a l'habitude de poser comme question? Quelle différence si c'est plus difficile ou moins difficile? Pourquoi la Gemara nous donne cette différence? Rachid nous explique. Puisque c'est plus difficile, donc il faudra payer un peu plus le blanchisseur qui va laver un habit blanc plutôt qu'un habit de couleur. L'Agma nous raconte Abaye a donné un habit de couleur à un laveur. À Marley, il lui dit Kama ba été lavé, combien je dois te payer pour cela? Marley kedechivare, comme pour un habit blanc. À Marley, il lui a dit Kva kedamucha rabanan, les Khamim t'ont déjà devancé, et on dit qu'au contraire, l'habit de couleur, ce n'est pas aussi difficile qu'un habit blanc, et donc je ne dois pas te payer autant. Amar Abaye nous dit, puisqu'on parle d'un habit qu'on donne au blanchisseur, Ayman de Yev Manal et Katsara, celui qui donne un habit à laver, eh bien, Bemashran itavle, il doit lui donner, mais avant tout, il doit le mesurer. Bemashra avec la corde qui servait de mesure, ou Bemashran ishkomine, lorsqu'il vient le récupérer, il doit aussi le mesurer. Pourquoi? Deitafé, parce que si il voit que l'habit est plus grand, afcédé, donc c'est que le laveur, lui a abîmé. Pourquoi il lui a abîmé? Des matrés, puisqu'il a un peu trop tendu. Veibatsir, et s'il est plus court, eh bien afcédé, il lui a aussi fait perdre. Pourquoi? Des kavatsé, puisqu'il l'a lavé certainement dans de l'eau trop chaude, et l'habit a retréci, et donc le laveur devra payer. Nous terminons avec
le dernier point de la Mishnah, nous avons vu Vishavim Elu Va'ilu Shetoanim. C'est-à-dire aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord qu'on a le droit de laisser une poutre sur le raisin ou sur les olives pendant Shabbat, même si donc le jus du raisin ou l'huile des olives va couler pendant Shabbat. Il n'y a pas d'interdiction, comme Rachid l'avait expliqué, puisque même si pendant Shabbat on va poser cette poutre sur ces olives, nous ne transgressons pas Shabbat, bien que normalement nous n'avons pas le droit de presser une olive ou un raisin pendant Shabbat, mais ici, comme la Gemara va l'expliquer, on avait l'habitude d'abord d'écraser une première fois les olives et le raisin avant de poser cette poutre. La poutre allait écraser complètement le raisin, et puisque de toutes les manières le jus coulait mais petit à petit, donc en posant cette poutre on ne transgresse pas Shabbat. Il n'y a pas un chiyuv minatora même pendant Shabbat, donc on ne l'a pas interdit avant Shabbat. C'est ce que l'Agma aussi va nous expliquer. La Gemara pose la question, pourquoi dans tous les cas de la Mishnah, à Bet Shammai on fait une gzera, alors que la poutre sur le raisin ou sur les olives, lo gazrou, Bet Shammai n'ont pas fait de gzera, n'ont pas interdit. La Gemara répond, dans les premiers cas, si tu vas les faire pendant Shabbat, par exemple mettre un piège pendant Shabbat, ou mettre le dio dans de l'eau pendant Shabbat pour fabriquer de l'encre, là tu transgresses Shabbat et tu es un chiyuv chata d'apporter un korban. Donc gazrou bet Shammai, erev Shabbat imchashra bet Shammai, on fait cette zera que même vendredi avant Shabbat, tu n'as pas le droit puisque la melacha va se faire même d'elle-même pendant Shabbat. Mais korod bet abad v'glagad, mais de mettre une poudre sur le raisin ou sur les olives, même si tu vas poser cette poudre pendant Shabbat, tu n'es pas chayev khatat, lo gazrou, là les chachamim n'ont pas fait de gzera, donc tu as le droit de les mettre avant Shabbat. Et la Gemara va donc expliquer, Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui pense que tout ce qui va venir de lui-même, c'est-à-dire qui va couler tout seul, il n'y a pas d'interdiction. Nous voyons dans notre Mishnah que ces liquides, ce jus de raisin, cette huile d'olive qui va couler pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction, même si tu as donc posé la poutre avant Shabbat et que tu vas laisser le jus de raisin couler tout seul pendant Shabbat, il n'y a aucune interdiction. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rabbi Yosef bar Hanania, Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. Dites-nous, nous avons une Mishnah. La Mishnah nous dit Hashum, de l'ail, va à Bosser c'est du raisin lorsqu'il n'est pas encore mûr. Va Melilot, nous dit Rashi, ce sont des épis qui n'ont pas suffisamment mûri. On avait l'habitude de les presser et d'utiliser ce jus pour tremper le pain dedans. Chez Raskan Bodium, s'ils ont été moulus écrasés avant Shabbat, Rabbi Ishmael Omer, Yigmor Mishetersha, Rabbi Ishmael nous dit, tu peux les laisser dans des kélim, dans des ustensiles, et ensuite ils termineront, donc le jus coulera même pendant Shabbat. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, nous tournons la page, Lo Yigmor, tu n'as pas le droit de terminer. Que signifie tu n'as pas le droit de terminer? Rachid nous dit, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de les mettre sous ce poids avant Shabbat, à condition avec l'intention de le laisser pendant Shabbat. Donc nous voyons que d'après Rabbi Ishmael, étant donné que je vais les presser avant Shabbat, donc j'ai le droit de laisser même le poids pendant Shabbat, puisque le jus va couler de lui-même. Donc l'auteur de notre Mishnah, pour cette poutre qu'on va poser sur le raisin ou les olives, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar va dire donc, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Rashi bien sûr précise, le premier Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Padat, qui est un Amora. Rabbi Elazar ben Padat nous dit qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar. Quel Rabbi Elazar? Rabbi Elazar ben Shamoua, qui est un Tana. Comme nous allons le voir, Rabbi Elazar ben Shamoua nous dit Ditnan Chalot Dvash, des pains de miel, lorsqu'on va ouvrir la ruche et qu'on va prendre ces plaques de cire recouvertes de miel, chez Riskan Berev Shabbat, qu'on a donc Riskan écrasé et mis avant Shabbat, Veyatsu Me'atzman, et ensuite ils vont couler d'eux-mêmes pendant Shabbat. Assour, c'est interdit pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le manger. Vera Belazar, Matir, Rabbi Elazar nous permet. Donc on voit que d'après Rabbi Elazar, ce qui coule de lui-même est permis pendant Shabbat. Donc là nous avons en vérité deux Tanaïm. Nous avons Rabbi Elazar et Rabbi Ishmael, tous les deux sont du même avis, a priori, que ce qui coule tout seul pendant Shabbat, c'est permis.
Donc l'Agmara va poser la question, pourquoi Rabbi Yosef Bar Hanina nous a rapporté Rabbi Ishmael et non pas Rabbi Lazar, et pourquoi Rabbi Lazar a rapporté Rabbi Lazar ben Shamoua et non pas Rabbi Ishmael? C'est ce que l'Agmara va développer pour essayer de voir les nuances. Donc l'Agmara nous dit Rabbi Yosef Bar Hanina maïtan marqueur Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Yosef Bar Hanina n'a pas expliqué comme Rabbi Lazar? Amar Lecha, il te dit pourquoi je ne dis pas comme Rabbi Lazar, puisque Rabbi Lazar ne parle que dans le cas du miel. Le miel, lorsqu'il était donc accroché à ces plaques de cire pleines de miel, il était considéré comme un aliment ochel. Lorsque le miel, tu vas le faire couler, il a aussi le statut de ochel, même s'il est un peu plus liquide qu'un aliment solide, malgré tout, il a le statut d'un ochel. Il y a des différences, par exemple, dans le dîme de Touma et Tahara. On doit chaque fois définir, est-ce que c'est un ochel ou un mashké? C'est une boisson, puisque les dynimes d'impureté pour le mashké, la boisson, sont différentes que celui du ochel. Donc ici, nous voyons que le ochel, c'est-à-dire le dvash, le miel, est considéré avant comme un aliment et après aussi comme un aliment. Donc c'est pour cela que Rabbi Lazar permet, lorsque le miel va couler, puisque ce n'est pas un jus qui va couler, c'est l'aliment lui-même qui va couler, qui va donc se déplacer. Mais ici, dans notre cas, c'est-à-dire la poudre que je vais mettre sur le raisin, mikara ochel, au départ c'était un aliment, c'est-à-dire j'ai le raisin entier, vashta mashke, maintenant j'ai du jus de raisin. Donc je n'ai pas de preuve de Rabbi Lazar que même dans ce cas-là, si ça coule tout seul pendant Shabbat, c'est permis. Alors la question revient, comment Rabbi Lazar ben Padat a lui rapporté cette Mishnah concernant le miel? A priori, Rabbi Yosef Bar Hanina a raison. La Gemara explique, Rabbi Lazar Amar Lechei, tu dis, c'est vrai que si je n'avais eu que cette Mishnah, tu aurais pu dire le miel c'est un aliment avant, un aliment après. Mais Shamina Lele Rabbi Lazar, nous avons un autre enseignement de Rabbi Lazar qui nous dit que même pour les olives et le raisin, c'est aussi permis lorsque ça va couler tout seul. Quel est cet enseignement? Lorsque Rabbi est venu de la ville de Nardé, il a porté cette Mishnah dans ses mains. Il a dit Zetim Vanavim Sheriskam Merev Shabbat. Dire Zetim des olives, Vanavim du raisin, Sheriskam qui ont été écrasés avant Shabbat, Viyatsu Me'atzman, et qu'ensuite pendant Shabbat, le jus va couler de lui-même. Asurim, ils sont interdits. Et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Matirim, on voit ici mes fourrages que Rabbi Lazar permet. Donc nous dit Rabbi Lazar ben Padat, c'est pour cela que je t'ai dit que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Lazar ben Shamoua, puisque j'ai eu cet enseignement par ailleurs, que même dans le cas de raisin, le jus de raisin est permis. Alors l'Agma reprend et Rabbi Yosef Bar Hanina. Donc tu vois que Rabbi Lazar ne parle pas seulement dans le cas du miel, mais même pour le cas du raisin. L'Agma répond Braïta lo shmial. Et lui, Rabbi Yosef Bar Hanina n'avait pas entendu cette Braïta. Donc il avait dit sur cette Mishnah, la Mishnah où on parle du miel, tu n'as pas de preuve, puisque le miel c'était un aliment avant, un aliment après. Donc nous avons compris pourquoi Rabbi Yosef Bar Hanina n'explique pas comme Rabbi Lazar. Maintenant nous allons reprendre dans l'autre sens. Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Lazar, qui a dit l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Lazar ben Shamoua, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yosef Bar Hanina que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Ishmael, puisque nous avons ici, dans le cas de l'ail et du raisin qui n'est pas mieux, note que Rabbi Ishmael nous dit on peut le laisser couler pendant Shabbat. La Gemara répond Amar Lecha. Il va te répondre, Rabbi Lazar va te répondre. La Vitmarala, n'est-ce pas qu'on a dit sur cet enseignement Amar Rava Bar Hanina, Amar Rabbi Yochanan, que Rava Bar Hanina dit au nom de Rabbi Yochanan, Bemuchusarim Dika, Dekulal Malo Pligi. Dire il y a plusieurs étapes lorsque on va écraser le raisin et les olives. Il y a d'abord une première pression qui est appelée la dika. Ensuite, nous avons une autre qui va être appelée shechika, c'est-à-dire on va encore plus écraser pour faire sortir même les dernières gouttes. Donc Rabbi Yochanan a dit, Bemuchusarim dika, c'est-à-dire si le raisin n'a pas été encore donc écrasé la première pression, des koulal maloplik, et tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligué, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Bemuchusarim shechika, c'est-à-dire lorsque il manque une shechika, c'est-à-dire il manque une dernière pression, il faut encore le presser, c'est-à-dire, nous dit Rabbi Yochanan, ce qui est marqué ici dans le choum, l'ail, bosser, le raisin qui n'est pas mûr, les épis qui ne sont pas mûrs, les épis qui ne sont pas mûrs,
Nous avons une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que j'ai le droit, lorsque je vais les presser avant Shabbat, de terminer pendant Shabbat? Toute cette marloquette n'a été dite que lorsqu'il manque juste une shechika, c'est-à-dire un dernier, les écraser encore un petit peu plus. Mais Bimechossarim Dika, lorsqu'il manque la première pression, c'est-à-dire les écraser pour que la majorité, l'essentiel du jus coule, ça tout le monde est d'accord que c'est interdit. Et donc, Hanename, notre raisin et nos olives, Kemechusarim Dika Damu. Le fait de mettre cette poutre donc avant Shabbat, c'est comme s'il manquait la Dika, c'est comme s'il manquait cette première action. Et donc là, tout le monde, a priori, d'après Rabbi Yochanan, est d'accord que c'est interdit. C'est donc pour cela que Rabbi Yossé Berab Hanina, donc c'est pour cela que Rabbi Lazar n'a pas dit que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael comme l'a dit Rabbi Yossé Berab Hanina, puisque Rabbi Ishmael pense que dans le cas où il manque une dika, c'est-à-dire la première fois que je vais écraser, que je vais enlever l'essentiel, bien que n'oublions pas dans la Mishnah, comme l'avait expliqué Rashi, je l'ai déjà une première fois écrasé. Mais il y a donc plusieurs étapes. Et cette étape de dika est essentielle, d'après Rabbi Ishmael, et je n'ai pas le droit donc de commencer avec l'intention de le laisser couler pendant Shabbat. Donc c'est pour cela que Rabbi Lazar a été chercher Rabbi Lazar ben Shamoua, qui lui-même, dans le cas du raisin et de l'olive, permet de poser la poutre avant Shabbat, sachant que le jus va couler pendant Shabbat. La Gemara continue, nous dit Hoda Rabbi Yossé Berab Hanina que Rabbi Ishmael. Et Rabbi Yossé Berab Hanina a enseigné à trancher l'halakha comme Rabbi Ishmael, que donc on a le droit même de laisser avant Shabbat, concernant donc l'ail, le bosser, le millot, on les a écrasés avant Shabbat, de laisser que le jus coule pendant Shabbat. Là, la Gemara va terminer les quelques lignes jusqu'à la Mishnah. D'après Rashi, on va sortir donc, de toutes ces halachot de Srita, de Shabbat, on va simplement parler de Mouktsé. Et comme nous allons le voir, il y a une grande marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant l'interdiction de Mouktsé. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction de Mouktsé pendant Shabbat. Bien sûr, il y a des cas où même Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a Mouktsé, comme le relève souvent Tosfot tout au long de la Masechet. Mais en règle générale, la Gemara va toujours nous rapporter comme quoi Rabbi Yehuda est d'accord, pense qu'il y a une interdiction de Mouktsé. D'après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction de Mouktsé. Donc là, la Gemara va nous rapporter des marloquettes entre Rav ou Shmuel, qui sont eux-mêmes en marloquette avec, donc qui reprennent la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Donc tout d'abord, la Gemara nous dit Shemen Shel Bedadim, l'huile de Bedadim. Rachid nous dit cette huile Bedadim, c'est l'huile qui va rester sur les côtés dans le pressoir. Ou Machatzalot Shel Bedadim, Machatzalot, ce sont les paillasses avec lesquelles on couvrait aussi les olives. Rav Asa, Rav interdit de les déplacer puisqu'elles sont mouktsé. Shmuel Charé, Shmuel permet. Shmuel considère que même si elles sont mouktsé, il n'y a pas d'interdiction de déplacer du mouktsé comme Rabbi Shimon. C'est ainsi que Rashi l'explique. Tosfot a une autre explication. Ici, il ne s'agit pas de mouktsé, mais nous gardons l'explication de Rashi, puisque Tosfot nous dit ici, on parle de mouktsé, quel rapport avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Mais Rashi lui pense que c'est mouktsé. La Gemara continue, nous dit Ane Kachet Dezouzé. Kachet Dezouzé, c'est une paire aussi de machatzlot de paillas, que Rashi nous dit où on avait l'habitude de couvrir la marchandise dans le bateau. Rav Asa, Rav interdit de la déplacer. Veshmuel Charé, Shmuel permet de la déplacer. Aussi pour la même raison, d'après Shmuel, il n'y a pas de mouktsé pendant Shabbat. Amar Rav Nachman nous dit Ez lechalba. Si j'ai une chèvre qui est destinée, c'est-à-dire que j'ai réservé pour son lait, pour prendre du lait de chèvre tous les jours. Ou bien Rachel legizata. Une Rachel, même un mouton, que j'ai gardé pour le tondre. Vetarnegolet le betzata, ou une poule pour ses œufs. Vetoré d'eradia, et un taureau, un bœuf d'eradia pour labourer. Vetmaré des iska, des tmarim, c'est-à-dire des dattes pour les vendre, des iska,
Rav Assa, Rav interdit de les déplacer, Veshmuel Amar Moutar, et Shmuel nous dit que c'est permis. Vekam Efligé, l'Agma nous dit leur marloquette entre Rav ou Shmuel, donc nous avons vu 3 marloquettes. C'est la même marloquette Pukta de Rav Yuda et Rav Shimon, de Rav Yuda et Rav Shimon, concernant la marloquette de Moukhtse, que nous verrons Bezrat Hashem plus tard dans les prakim qui suivront. La Gemara continue, nous dit Aou Talmida de Ure Bacharata de Argiz ki Rabbi Shimon. Il y avait un élève qui a enseigné concernant le din de, donc dans Charata de Argiz, c'est-à-dire dans la ville qui est appelée Charata de Argiz, qui était de cet homme, c'était un bouchi, un sorcier qui avait construit cette ville. Donc cet élève avait tranché que Rabbi Shimon, et comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Moukhtse pendant Shabbat. Shamte Rav Hamnuna a mis cet élève en excommunication. L'Agma pose la question, pourquoi l'a-t-il excommunié? Rabbi Shimon Sviralan. Nous aussi on pense comme Rabbi Shimon, comme nous le verrons par la suite sur certains points. Et l'Agma répond, Be'atre de Rav Have. Cet élève était donc dans la ville de Rav. Rav était le Rav de la ville, de la région. Et donc puisque Rav pensait, comme Rabbi Yuda, qu'il y a une interdiction de Moukhtse, Lo Ibael et les Mevadachi, donc cet élève n'avait pas le droit de trancher contre Rav qui était le maître de la ville. Hanetre Talmideh, l'Agma nous dit qu'il y avait 2 élèves, Chad Matzil Bechad Mana, Chad Matzil Be'arba Vechamesh Mané. Donc ça nous verrons par la suite cette marloquette entre Rab Bar Zavda et Ravuna dans le Perek Kol Kitve HaKodesh, c'est-à-dire au moment d'un incendie, c'est marqué que nous avons le droit de déplacer, de sortir, de quoi manger. Donc il y a une halakha de quoi manger 3 repas. On a le droit de sortir l'équivalent de 3 repas dans une cour, bien sûr, mais au révet où il y a un hérouv. On a le droit de le sauver pour ne pas que ce plat brûle pendant Shabbat. Et là-bas il y a une marloquette, toute une indigne, si je sors un seul panier, j'ai le droit de mettre autant de choses que je veux dans le même panier, même si c'est pour 100 seudot, afilumea seudot, puisque c'est le même panier. Donc là, l'Agma nous dit qu'il y avait 2 élèves, Chad Matzil Bechad Mana. L'un avait l'habitude de sauver du feu, donc de faire sortir Bechad Mana dans un seul panier, Vechad Matzil Be'arba Vechamesh Mané, et l'autre avait l'habitude de prendre même 3, 4, 5 paniers, et nous dit Rashi ensuite de les renversé dans un seul grand panier, donc qui est une marloquette comme Rachid le rapporte dans les prakim suivants. Et donc l'Agma nous dit Vikam Efligé, et ces 2 élèves sont en marloquette de Pukta de Rabbar Zavda de Ravuna. Donc l'Agma nous rapporte ici cette marloquette, puisqu'on avait rapporté aussi qu'il y avait un élève qui avait tranché contre l'avis de Rav. Donc l'Agma nous rapporte qu'il y avait aussi 2 élèves, l'un agissait ainsi, l'autre avait agi différemment, mais en vérité ces élèves étaient eux-mêmes en marloquette, sur la même marloquette que Rav Vasav Ravuna que nous verrons dans le Perek Kol Kitve HaKodesh. Nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons demain et nous terminerons Bezrat Hashem le premier Perek de Masechet Shabbat.